Les scientifiques sont grands enfants, ils adorent les cadeaux. Et en 2021, arrivé le moment, le jour de Noël, ils se sont fait le plus grand cadeau, le plus beau cadeau qu'ils puissent se faire, le plus puissant télescope du monde, qui leur a coûté la bagatelle de 10 milliards de dollars. Ce télescope s'appelle le télescope spatial James Webb. Et son objectif, c'est pas rien du tout. Son objectif, c'est de donner à l'humanité une machine à remonter le temps. Mais remonter le temps jusqu'où? Jusqu'au moment de la naissance des premières étoiles de l'univers, ce qu'on appelle l'aube de l'univers. Parce qu'il y a eu un moment donné, dans le passé, où le Soleil n'existait pas, la Terre n'existait pas, la salle où je suis n'existait pas, et même ce verre d'eau n'existait pas. Il n'y avait rien. Pas un troquet, pas une mob, rien. Et à cette époque-là, qu'on appelle le premier matin, la première nuit du monde, l'âge sombre, où il n'y avait rien, se préparait en coulisses la naissance des premières étoiles. La question qu'on se pose, c'est: est-ce que les lois de la physique qu'on voit dans ce laboratoire, dans notre laboratoire, dans cette pièce, sont les mêmes que celles qui existaient au début de l'histoire de l'univers? Et est-ce qu'elles permettent d'expliquer la naissance des premières étoiles, des premières galaxies? En d'autres termes, l'univers est un laboratoire pour comprendre la physique. C'est pour ça qu'on parle d'astrophysique. On fait de la physique des astres. Bon. Alors maintenant, les observations ont eu lieu avec le James Webb et on sait en partie ce qu'il a pu voir. Et ce qu'il a pu voir, eh bien, ce sont des surprises étonnantes qui sont en train de bouleverser complètement les connaissances. Mais alors, avant de commencer à vous présenter ces surprises, laissez-moi vous dire qu'en France, on a joué un rôle fondamental dans ce satellite qui a beau avoir été une mission majeure de la NASA, au CEA en particulier. L'une des caméras a été construite sous maîtrise d'œuvre du CEA, la caméra MIRI, et je voudrais vous montrer un petit film qui présente ce satellite, qui vous montre un peu les grands défis du satellite. Voilà. Lancé par une fusée Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou en Guyane, le télescope spatial James Webb a été conçu pour répondre aux grandes questions de l'astrophysique, comme la formation dans l'univers des premières galaxies et de leurs premières étoiles, des planètes et des exoplanètes, ou la composition des atmosphères de planètes extrasolaires. Au cours du voyage, le déploiement du miroir primaire de 6,60 m est une opération délicate et inédite. Son immense écran solaire composé de 5 couches et de la taille d'un terrain de tennis permet un refroidissement du télescope à environ 50 Kelvin. Au bout d'une croisière de 30 jours, Webb atteint son orbite autour du point de Lagrange L2, à 1 500 000 km de la Terre. Un environnement stable et froid, des conditions nécessaires pour observer le rayonnement infrarouge avec une sensibilité sans précédent. Webb embarque une série de 4 instruments qui se situent derrière le miroir primaire. L'instrument MIRI est constitué d'une caméra et d'un spectromètre à intégrale de champ qui observe dans l'infrarouge moyen entre 5 et 28 micromètres. Le système optique de la caméra, conçu par les équipes françaises, contient 5 miroirs et une roue à filtre qui sélectionne le rayonnement infrarouge. Les images se forment sur un détecteur refroidi à une température de 7 Kelvin, soit moins 266 degrés Celsius. Ce qu'on vient de voir là, c'est ce satellite avec ses instruments, et pour comprendre à quel point c'est un défi technologique que d'arriver à faire ce satellite et à faire qu'il fonctionne, je voudrais vous présenter une comparaison qui a été faite par Bill Nelson, l'administrateur de la NASA. Vous savez que pour aller sur Mars, c'est extrêmement compliqué. On en parle beaucoup, comment aller se poser sur Mars. Bill Nelson estime que pour un atterrissage sur Mars qui réussit, il y a environ 80-90, alors en anglais il appelle ça single point failures, qu'on pourrait appeler des défaillances d'un point unique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que si une seule de ces 90 étapes échoue, toute la mission échoue. Et donc, il faut passer 90 petites étapes, petits points qui, si jamais ils échouent, la mission échoue. Combien de single point failures a dû passer le télescope spatial James Webb pour fonctionner? Souvenez-vous, 90 pour Mars, pour James Webb, c'est 344. Donc vous imaginez qu'une fois qu'on a lancé le satellite dans l'espace, eh bien, ce n'était pas du tout gagné. Il fallait attendre tout un tas de développements, de déploiements, des pare-soleils, du miroir qui était plié, des tas de choses qui se sont faites les unes derrière les autres jusqu'à voir que les images se sont révélées parfaites. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe,
Je voudrais revenir à une image du ciel tel qu'on peut le voir lorsqu'on se trouve dans une belle nuit et qu'on le regarde à l'œil nu. Quand vous voyez cette image ici, vous pouvez reconnaître la forme d'un sablier, c'est la constellation d'Orion avec 3 étoiles alignées. Dans l'Amérique du Sud, on les appelle les 3 maris, certains les appellent les rois mages. Et puis en haut à gauche de l'image, vous voyez une étoile rouge. Cette étoile rouge, Bételgeuse, a fait la une des journaux en 2019 parce qu'on a pensé qu'elle allait exploser d'un moment à l'autre. Et si jamais elle avait explosé, elle aurait été aussi brillante que la pleine lune qu'on aurait vue de jour. Et puis en bas à droite, vous avez une autre étoile, Rigel, qui est bleue. Première chose à constater, la couleur des étoiles. Le ciel a des couleurs. Quand on regarde le ciel, on le voit en noir et blanc. Dès lors qu'on sait que les étoiles ont des couleurs, on les reconnaît. Mais ces 2 étoiles ont quelque chose de particulier. Elles sont nées il y a 8 millions d'années. Ça signifie que les étoiles naissent dans l'univers. Elles naissent en permanence. On estime que rien que dans notre galaxie, il naît environ 10 étoiles par seconde. On estime que dans l'univers observable, au moment où je vous parle, il naît environ 10 000 étoiles à chaque seconde. Alors, dans cette image, je voudrais aussi vous indiquer 2 étoiles que vous connaissez peut-être. L'une d'entre elles s'appelle Bellatrix en haut à droite, et l'autre s'appelle Sirius. Sirius, c'est l'étoile la plus brillante du ciel. Et pour ceux qui connaissent Harry Potter, eh bien Bellatrix Lestrange est la cousine de Sirius Black. Et ces 2 étoiles sont connectées, et dans l'histoire, eh bien, J.K. Rowling a pris en considération cette vision du ciel. D'ailleurs, la cousine de Bellatrix Lestrange n'est autre qu'Andromède. Bellatrix, en latin, ça veut dire la femme guerrière, et si on prolonge les 3 étoiles, les 3 maris, on retrouve l'étoile Sirius Black en bas à gauche. Dans cette même région du ciel, il y a ce qu'on appelle une pouponnière d'étoiles, la nébuleuse d'Orion. Et ce que vous voyez à gauche, c'est cette nébuleuse vue par le télescope spatial James Webb. Les étoiles qui viennent de naître sont en train de former des disques où vont naître des planètes. Et le fait que Bételgeuse et Rigel sont nées il y a 8 millions d'années nous indique qu'elles sont nées il n'y a pas si longtemps que ça à l'échelle de l'univers, dont on pense qu'il existe depuis au moins 13,8 milliards d'années. C'est le moment où a eu lieu le Big Bang. Eh bien, les étoiles naissent, et là, c'est la plus proche pouponnière d'étoiles de nous. Et on la voit dans le domaine de l'infrarouge, qui est le domaine particulier avec lequel le télescope spatial James Webb regarde l'univers, parce que l'infrarouge, ça permet de voir les pouponnières d'étoiles. Ça permet de voir les poussières d'étoiles, les poussières qui viennent des corps des étoiles des générations précédentes qui sont mortes, qui ont donné naissance à de la poussière, comme ce qu'on a envie de nettoyer avec un aspirateur chez nous, mais qui dans l'univers est à l'origine de la vie des planètes et des étoiles. Vous voyez ici plusieurs étapes dans la vie d'une étoile, des étoiles déjà bien formées, comme celle que vous voyez en bas à gauche, et puis des étoiles qui sont aux premiers âges de leur histoire, où de la matière est en train de tourbillonner autour, qui finira plus tard par faire le disque où naîtront les planètes, et qui provoque des jets de matière des 2 côtés. Et puis, encore avant la naissance des étoiles, en bas à droite, vous avez des filaments de matière. C'est la matière qui se concentre pour donner naissance à de nouvelles étoiles. Ça, c'est la nébuleuse d'Orion. Voici une autre nébuleuse, celle de la Tarentule, qui est beaucoup plus loin. Celle-ci se trouve à 160 000 années-lumière de nous. Donc, c'est-à-dire qu'on la voit telle qu'elle était il y a 160 000 ans. Elle est si lumineuse, elle contient tellement d'étoiles jeunes, cette pouponnière d'étoiles, que si elle était à la distance d'Orion, celle qu'on a vue tout à l'heure, eh bien, lorsqu'on sort de dehors, on verrait l'ombre. La nuit, on verrait notre ombre projetée par cette lumière si puissante de cette nébuleuse. Et là, on est en train de voir, grâce aux couleurs des étoiles, qu'on capte avec des filtres dans les télescopes, des signatures particulières. Par exemple, on peut voir où est l'atome d'hydrogène. On peut voir aussi l'endroit où les atomes d'hydrogène se regroupent pour faire la première étape qui va ensuite donner naissance à une étoile, une planète, les molécules d'hydrogène. Lorsque l'hydrogène se combine, ici, il est en vert. Quand les régions sont en vert, ça signifie qu'il y a des molécules d'hydrogène. Et puis alors en rouge, là, on voit quelque chose d'extraordinaire. Ce sont des molécules très complexes qui ressemblent aux molécules du vivant. Et on les trouve dans l'espace. Alors comment on fait pour savoir qu'il y a des molécules dans l'espace ? De la même manière que si je tape sur ce verre, il va faire un certain bruit. Et si je vide la quantité d'eau qui est dans ce verre, on va entendre un autre bruit. Les vibrations des molécules sont des signatures très particulières du type de molécule. On sait à partir de la vibration des molécules qu'elle va émettre une lumière et une fréquence très précises et qui nous permet de reconnaître quel type de molécule il s'agit. On voit des molécules d'eau, comme l'eau qui est dans ce verre, à des distances qui sont si grandes
qu'il a fallu 13 milliards d'années à la lumière rayonnée par ces molécules d'eau pour nous arriver. On a vu une source de lumière dans l'univers très lointain qui contient tellement d'eau que cette eau rayonne comme plusieurs millions de soleils. Voilà ce qu'on est capable de voir avec nos télescopes. Alors maintenant, il faut quand même réaliser que l'espace est très différent que ce qu'on voit dans ce verre où l'eau est très concentrée. Pour donner un exemple, l'air qui est dans cette pièce ici, elle contient des atomes. Elle contient combien d'atomes, cette pièce, dans l'équivalent d'un dé, par exemple de 1 cm? Eh bien, dans l'air, il y a à peu près 25 milliards d'atomes. Une quantité énorme. Dans l'ultra-vide qu'on peut faire sur Terre, c'est-à-dire les endroits les plus vides qu'on peut faire en laboratoire, il reste quand même 2 millions d'atomes dans un dé. 2 millions. Ça peut paraître beaucoup, mais pour nous, c'est quasiment rien comparé à 25 milliards de milliards. Mais dans l'espace interstellaire, en moyenne, dans un dé de 1 cm, là où il y avait 25 milliards d'atomes dans l'air qui est ici, que je ne vois pas, il y a un atome. Un atome. Et dans les régions les plus denses, comme cette région imagée par le James Webb, où sont en train de naître des étoiles et des systèmes planétaires, où la densité est la plus grande, il y a 2000 atomes. C'est-à-dire qu'on est des milliers de fois moins dense dans ces régions les plus denses que dans l'ultravide sur Terre. Ça veut dire qu'on est en train de regarder l'univers à des dimensions tellement grandes que ce qui nous apparaît dense, eh bien, en réalité, est pratiquement vide, mais nous apparaît dense parce qu'on regarde des tailles qui sont extraordinairement grandes. Ici, la taille de ce qu'on voit ici se mesure en dizaines de milliers de milliards de kilomètres. Donc ça ressemble à des montagnes, mais il faudrait un sacré temps pour aller escalader une montagne comme ça. Quand on regarde le ciel dans une région comme la région du désert de l'Atacama, où est situé cet ensemble de télescopes ici, dans l'Amérique du Sud, au Chili, on peut avoir accès à un ciel particulièrement pur, et en particulier, on peut voir deux nuages, qui sont deux concentrations d'étoiles dont Magellan savait, et comme Antonio Pigafetta, qui l'accompagnait et qui racontait ces histoires, l'a raconté, eh bien, avait noté que ces deux nuages, en fait, ne bougent pas, ils sont constitués d'une concentration d'étoiles. C'est pour ça qu'on les a appelés les nuages de Magellan. On peut les utiliser comme une façon de se repérer vers la direction du sud, dans l'hémisphère sud. Parce qu'il n'y a pas d'étoiles polaires dans le sud. Il n'y a pas d'étoiles brillantes dans la direction de l'axe des pôles sud. Ces deux nuages de Magellan, le grand en bas à gauche et le petit en haut à droite, sont à 160 000 et 200 000 années-lumière de la Terre, chacun d'entre eux. Ça nous permet de rentrer dans le monde de ce qu'on appelle les galaxies. L'idée des galaxies, elle ne date pas d'hier. En 1750, le mathématicien astronome Thomas Wright avait compris, déjà en 1750, on est quelques décennies avant la Révolution française, que l'univers était constitué d'une myriade d'univers. C'est ce qu'il a dessiné ici. On appelle ces autres univers aujourd'hui des galaxies. À une époque, on les a appelés des univers-îles. Des îles qui flottent dans l'espace et qui sont autant d'univers comme notre galaxie, la Voie lactée, qui est l'un de ces univers avec ses milliards d'étoiles. À l'intérieur de cette galaxie, le Soleil, qui tourne à 800 000 km/h autour du centre de la galaxie, avec la Terre qui tourne autour de lui. Les galaxies habitent soit dans des villages. Notre galaxie, la Voie lactée, habite dans un village, avec quelques galaxies autour, dont la galaxie d'Andromède, notre grande voisine. Il y a aussi des mégalopoles, comme la ville de Tokyo, Mexico, New York. Ici, c'est ce qu'on appelle des amas de galaxies. Et je vous dis au passage, mais ça ne le répétez pas, mais les galaxies qui sont dans les mégalopoles, quand elles vont dans certains quartiers de l'univers, elles se font harceler. Ça, c'est une réalité, hein. C'est écrit Galaxy Harassment, c'est un article qui a été publié dans le journal Nature il y a plusieurs décennies. C'est pas d'actualité, c'est vraiment ça. Une galaxie qui se déplace là-dedans se fait complètement déchiqueter par les autres. Bon, ben voilà, on n'a rien inventé, hein, voilà. Donc les galaxies dans les mégalopoles vivent cette promiscuité. D'ailleurs, la plupart des galaxies là-dedans n'ont plus de fertilité, elles se sont fait déchiqueter. Et puis il y a des autoroutes sur lesquelles les galaxies se déplacent. Et donc, c'est ce qu'on appelle la toile cosmique dans l'univers. Voilà à peu près la description de notre univers. Et quand on regarde l'univers, eh bien, on voit cette population de galaxies comme étant un peu les habitants de l'univers, un peu comme nous, les êtres humains, qui sommes les habitants de la Terre. Et on peut faire une comparaison. On peut faire la comparaison suivante. Sur Terre, la fécondité des êtres humains, c'est-à-dire le nombre d'enfants qui naissent par être humain, a été mesurée.
Et cette fécondité, c'est la courbe rouge que vous voyez là, et puis ce que vous voyez en vert, c'est la croissance de la population mondiale. La population mondiale est en train de se stabiliser. Elle va être stabilisée autour, on est aujourd'hui à 8 milliards d'habitants, on va être autour de 10 milliards d'habitants dans quelques décennies, peut-être même décroître après. En 1963, la fécondité de la population humaine a atteint un pic, et depuis, il y a une chute vertigineuse qui se produit. Il se passe la même chose dans l'univers. Il y a 8 milliards d'années, l'univers a atteint son pic de fécondité, c'est-à-dire le moment où les êtres qui habitent l'univers, les galaxies, donnaient naissance au plus grand nombre d'enfants des étoiles. Depuis, se produit une chute vertigineuse de la fécondité dans l'univers. Certains se demandent si c'est une pandémie cosmique, se demandent s'il y a des tueurs d'univers. On accuse les trous noirs des tueurs d'univers. D'autres se demandent, mais qu'est-ce qui fait que les galaxies ont une fécondité? Comment naissent les étoiles dans l'univers? Pour ça, il faut qu'on remonte le cours de l'histoire de l'univers, l'histoire de la fécondité de l'univers, comprendre qu'est-ce qui arrive dans toutes ces galaxies pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Comme je disais tout à l'heure, il se forme aujourd'hui 10 000 étoiles par seconde dans l'univers. Il y a 8 milliards d'années, il s'en formait 100 000. Et donc, nous voilà confrontés à cette question de comment remonter le cours de l'histoire de l'univers. C'est pour ça que le lundi 11 juillet 2022, Joe Biden, le président des États-Unis, a montré cette image du télescope spatial James Webb, qui est un livre d'histoire. En fait, c'est un livre d'histoire un peu particulier. Vous voyez le livre que j'ai mis à côté? Chaque page a été imprimée séparément. Imaginez maintenant qu'il y ait un défaut dans votre imprimante et qu'au lieu de faire dérouler les pages, elle garde toujours la même page et qu'elle imprime toutes les lettres du livre de l'histoire de l'humanité sur une seule page. Tout le travail des historiens consistera à savoir où devrait se trouver la lettre E, la lettre R, la lettre T qui sont ici présentes, ou le mot ici présent, pour savoir si c'était page 14, 15, 18, 244, etc. C'est exactement ça, le travail d'un astrophysicien lorsqu'il est confronté à cette image. Dans cette image, il y a toutes les lettres de l'histoire de l'univers, en lettres de lumière, que sont ces étoiles, ces galaxies avec différentes couleurs. Et grâce à la technique des couleurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, on essaye de les replacer sur les pages du livre d'histoire pour remonter le cours de l'histoire, essayer de comprendre quelle est l'origine de cette chute vertigineuse de la formation d'étoiles, la fécondité, qu'est-ce qui est à l'origine de la naissance des premières étoiles. Et l'objectif central du James Webb, c'est d'essayer de remonter à la naissance des toutes premières étoiles. C'est pour ça que tous les plus grands astrophysiciens, Joe Biden, Emmanuel Macron, se sont penchés sur la question. Bien sûr, c'est une plaisanterie, mais tout le monde s'est penché sur ça, pas uniquement par rapport à cette question scientifique, mais parce que les images sont d'une beauté extraordinaire. Et effectivement, les choix des couleurs que vous voyez là sont un petit peu artificiels puisqu'on regarde dans l'infrarouge. Et l'infrarouge, l'œil n'est pas capable de le voir. Donc quand je vous dis c'est rouge, c'est bleu, etc., il faut quand même corriger. Ce sont des couleurs artificielles qui ont été mises comme du rouge pour nous quand elles sont de plus grandes longueurs d'onde, ou comme du bleu pour nous quand ce sont des plus petites longueurs d'onde. Mais bien, nous aussi, on est sensible à la beauté, on s'est fait un cadeau, et bien, on aime aussi avoir des belles images. Alors, cette histoire de l'univers, en 2 mots, qu'est-ce que c'est? Il y a 13,8 milliards d'années à peu près, il y a eu un Big Bang, une grande explosion. L'univers s'est mis à gonfler, c'est ce que montre un peu cette courbe, on voit l'espace avec ce quadrillage qui gonfle, et puis il y a eu cette expansion très rapide qu'on appelle une inflation. On ne sait pas trop, en fait, ce qui s'est vraiment passé, on a 2-3 idées. C'est après qu'on commence à mieux comprendre ce qui se passe. Après, il y a eu ce qu'on appelle un âge sombre. C'est la période dont je parlais tout à l'heure, celle qui précède la naissance de la première étoile. Et puis arrive le moment de la naissance de la première étoile. C'est l'aube de l'univers. Vont suivre d'autres étoiles, d'autres galaxies. Ça, c'est la quête, le Graal du télescope spatial James Webb. Les galaxies vont avoir leur histoire, le pic de fécondité il y a 8 milliards d'années, la chute, et aujourd'hui, notre présence ici pour discuter ensemble de l'histoire de l'univers. Alors, quand on tente de remonter cette histoire, eh bien, ce qu'on essaye de faire, c'est de placer chacune des lettres dans le livre de l'histoire de l'univers. Vous voyez qu'on commence à prendre les premières sources de lumière, et puis on estime les distances de chacune des sources de lumière. Si une source de lumière est loin, c'est que la lumière a mis du temps à nous arriver. Si vous recevez, à l'époque, on recevait des lettres, maintenant, on n'a plus beaucoup. Il fallait beaucoup de temps pour qu'une lettre nous arrive de loin. Eh bien, là, on reçoit des lettres de lumière qui nous arrivent de loin, et comme elles nous arrivent de loin, elles nous arrivent d'une époque reculée dans le passé. C'est ça l'idée de ces images. Entre-temps, la lumière a subi
une déformation, que j'illustre ici par ce dessin. Supposez une source de lumière, une galaxie bleue qui se trouve à une certaine distance de nous et qui envoie de la lumière il y a 13,45 milliards d'années. La lumière, pendant qu'elle voyage, elle est dilatée par l'expansion de l'univers. Et donc la lumière qui était bleue devient verte, puis orange. Et quand elle arrive jusqu'à nous, elle devient infrarouge. C'est pour ça qu'il a fallu construire un satellite capable de voir dans l'infrarouge pour être capable de voir la lumière des plus lointaines sources de lumière de l'univers. Et au moment où on regarde la source, on la voit comme un petit bébé, comme un petit fœtus. Et en réalité, telle qu'elle est maintenant, eh bien, c'est une galaxie mature comme la nôtre. Alors, décodons cette image et essayons de replacer les lettres à leur place pour remonter l'histoire de l'univers. La première chose qu'on voit sur une image comme celle-là, ce sont des étoiles qui sont dans notre galaxie, la Voie lactée, et donc on les voit avec un décalage de quelques centaines, milliers d'années. Ce ne sont pas des très grandes distances. Et derrière ces étoiles, on voit des galaxies blanches qui sont regroupées. C'est une mégalopole. C'est New York, cet endroit où il y a du harcèlement galactique, cet endroit où d'ailleurs on voit de la lumière diffuse qui vient des étoiles qui ont été arrachées lorsqu'une galaxie s'est fait harceler par un gang d'autres galaxies. Et ça, ces galaxies-là, on les voit avec un décalage de 4,6 milliards d'années. Donc c'est ce qui s'est passé dans le passé. Allons plus loin. Regardez la forme de ces galaxies. Elle est très particulière. Pourquoi ? Parce que la mégalopole déforme l'espace, un peu comme si on pliait une vitre, on avait une vitre déformée et qu'on regardait derrière cette vitre. Et par la déformation de l'espace, on a ce qu'on appelle des lentilles gravitationnelles. La galaxie qui est en bas à droite, par exemple, elle est double. En fait, c'est la même galaxie qui est vue deux fois du fait de cet effet loupe et de déformation de l'espace par la mégalopole. Ces galaxies qui sont amplifiées par cette loupe, eh bien, on les voit avec un décalage de 10 milliards d'années. Ça veut dire qu'on les voit dans un passé qui remonte à 10 milliards d'années. Allons encore plus loin. Il y a 13 milliards d'années. Et ça, c'est vraiment l'objectif central du James Webb par rapport à cette quête des premières galaxies, des tout petits points rouges. Ces petits points rouges, ce sont les premières galaxies de l'univers qui sont nées pendant le premier milliard d'années de l'histoire de l'univers. Et alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Vous savez, nous, on est des compteurs d'étoiles. On aime bien raconter, on aime bien compter les étoiles, mais on aime bien aussi les compter. Et quand on compte tous ces petits points rouges, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup plus que prévu. En fait, dès les premières semaines d'observation par le télescope spatial James Webb, notre cadeau de Noël, notre super satellite, s'est révélé plus efficace que prévu, et il a vu 10 à 100 fois plus de galaxies dans l'univers lointain que tout ce qu'on pensait. Et là, c'est une surprise. Pour quelle raison l'univers était-il si fécond ? Donnait-il naissance à tant d'étoiles au tout début de son histoire ? Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on n'est pas sûr. On essaye de comprendre, on n'en est pas sûr. On a des idées, je vais vous donner une possibilité, mais on n'en est pas sûr. Deuxième surprise. Le télescope James Webb a regardé la forme de galaxies un peu moins loin dans le passé et s'est aperçu de quelque chose d'étonnant. Pour voir la forme des galaxies, il ne faut pas uniquement voir les étoiles les plus massives, il faut voir aussi les étoiles comme Bételgeuse ou Rigel, voir les étoiles comme le Soleil, qui sont plus nombreuses. Le problème, c'est que le prédécesseur du télescope James Webb, Hubble, ne voyait que les plus massives dans l'univers lointain. Tandis qu'avec le James Webb, on va voir toute la myriade de petites étoiles. C'est ce que je représente ici avec ces deux exemples. Pour simplifier, avant, on ne pouvait pas distinguer un écureuil d'un éléphant. On savait qu'il y avait quelque chose, un animal, une galaxie, mais on ne savait pas si ça avait la forme d'un écureuil ou d'un éléphant. Avec le James Webb, on peut le voir. Et voici un exemple. Vous voyez, du côté de l'écureuil, quelque chose qui ressemblait à une petite galaxie toute compacte, voire avec des objets autour. Et puis avec le James Webb, on voit un anneau. On voit une galaxie formée avec un disque galactique qui ressemble un petit peu à notre galaxie. Ça change complètement notre vision de l'univers. Donc, avant, on savait qu'il y avait des astres dans l'univers lointain. Maintenant, on sait quelle est leur forme. On sait combien il y a d'éléphants, combien il y a d'écureuils. Et là, surprise. De nouveau, on découvre des galaxies de type éléphant qui se sont formées très rapidement avec une efficacité beaucoup plus grande que ce qu'on pensait. En d'autres termes, c'est un peu comme si on voyait ces galaxies qui sont très fragiles, un peu comme de la porcelaine, des assiettes de porcelaine dans un champ où il y a des éléphants. Et vous vous dites, attendez, les éléphants, quand ça marche sur une assiette de porcelaine, ça les casse. Non, elles ne sont pas cassées. Toutes ces galaxies, comme celles que vous voyez là, avec ce disque-là, sont très très fragiles et rien ne les a cassées.
Ça, c'était une autre surprise. Alors, pourquoi ça nous intéresse ces galaxies-là? Je vous remontre ici une image d'une galaxie spirale plus proche de nous, la galaxie dite des chiens de chasse. Et vous voyez 3 couleurs de cette galaxie-là. Celle qui est la plus à droite, en rouge, a été réalisée avec la caméra MIRI, sur laquelle le CEA joue un rôle fondamental. Et je m'intéresse à cette image, pourquoi? Parce que la lumière que vous voyez en rouge ici, c'est la même lumière qu'on voyait en rouge dans l'image que je vous ai montrée de la nébuleuse de la Tarentule. Vous vous souvenez? C'était ces molécules complexes qui sont similaires aux molécules les plus complexes qu'on peut trouver sur Terre, qui sont peut-être les briques qui ont donné naissance à la vie. On appelle ça des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Oublions le nom un peu compliqué. Ce qui fait de la lumière ici, dans ce rouge-là, c'est la naissance de molécules complexes dans l'univers. En d'autres termes, on est en train de voir la recette de ce qui commence à faire la vie en action. J'ai montré sur la gauche une vague qui est mélangée avec l'image d'une pouponnière d'étoiles pour vous illustrer le fait que dans cette galaxie spirale, ce qu'on est en train de voir, c'est quelque chose qui est poétique. Pendant que les étoiles tournent, elles engendrent des vagues. Ces vagues, vraiment des ondes comme les vagues sur l'océan, ces vagues se propagent dans le disque de la galaxie. Ce faisant, elles compriment la matière. Elles font de l'écume. Et dans l'écume naissent des étoiles. Cette écume des vagues, ce sont les nébuleuses d'Orion, la nébuleuse de la Tarentule, qu'on a vue tout à l'heure, qui sont ces pouponnières d'étoiles. Nous, le système solaire est né dans l'une de ces pouponnières d'étoiles, dans ces vagues. Et vous savez, quand on regarde l'océan, eh bien, de la même manière, lorsqu'on voit de l'écume dans l'océan, c'est provoqué par les micro-organismes qui font ces couleurs blanches. Et plus la couleur de l'écume est intense, plus ça veut dire que l'océan est vivant, il est plein de micro-organismes. De la même manière, dans les galaxies, plus il y a d'écume, plus elle est vivante, plus elle donne naissance à de nombreuses étoiles. Cette écume, elle rappelle un peu ce qu'on voit lorsqu'on regarde de la bioluminescence, lorsqu'on voit sur l'océan la nuit, par exemple ici un surfeur qui surfe sur la vague, et on voit la vague devenir lumineuse. C'est ce phénomène dit de bioluminescence qui vient de ces micro-organismes. C'est un peu la même chose qui se passe dans l'océan. Alors, ces galaxies, comme celle de droite, qui se sont révélées être nées très tôt dans l'histoire de l'univers, posent une question. Ça a été une surprise du James Webb. L'image que j'ai montrée tout à l'heure avec le grand nombre de petites galaxies rouges a été une surprise. En réalité, on a eu 5 surprises auxquelles on n'a pas encore de réponse. Les galaxies semblent être formées trop tôt. Ces premières galaxies sont toutes petites, très compactes. On voit des trous noirs dans l'univers lointain qui se sont formés eux-mêmes beaucoup trop tôt. On voit enfin des galaxies mortes, c'est-à-dire des galaxies qui ont été harcelées, qui ne forment plus d'étoiles, mais aussi beaucoup trop tôt dans l'histoire de l'univers. Et enfin, on voit des galaxies spirales qui sont nées trop tôt. Ça, c'est pour vous donner une idée du fait qu'on en est au début. Et déjà, avec quelques mois d'observation, on est confronté à quelque chose d'inattendu. Notre cadeau a observé l'univers et a révélé des facettes insoupçonnées de l'univers. La question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qui pourrait répondre à ces questions? Et tous les journaux se sont penchés sur ces questions. Vous voyez ici des journaux dans des langues que je ne comprends pas, qui ont commencé à dire « Mais attendez, ces galaxies qui sont nées trop tôt, qui sont trop massives, qu'est-ce que ça veut dire ?» Panique. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a même vu des gens dire « Eh bien, ces galaxies sont nées avant le Big Bang. » C'est un peu comme si un bébé était né avant ses parents. Il y a vraiment un souci. Il y a un scientifique très connu qui a parlé sur Internet, je ne sais pas s'il a été utilisé par machine learning ou autre, par des techniques d'intelligence artificielle, s'il a vraiment dit ça, mais il a commencé à dire que le Big Bang n'a pas eu lieu, que ces galaxies remettent tout en question, et en 24 heures, il y a eu plus d'1 million de vues sur sa vidéo, je n'ai pas été voir maintenant. Ça a commencé à faire la une de tous les journaux. En réalité, quand on fait de la physique, il faut éviter de se laisser prendre par une surexcitation du résultat surprenant. Il faut prendre le temps de comprendre qu'est-ce qui a bien pu se passer. Sinon, on va devoir changer le générique de notre série préférée, The Big Bang Theory, et ça serait vraiment dommage. Donc avant d'en arriver à des solutions aussi gravissimes que ça, il est temps de réfléchir. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les galaxies vivaient dans des villages, des mégalopoles, et qu'il y avait des autoroutes. Eh bien, quand on regarde de plus près, avec nos ordinateurs, on est capable de s'apercevoir qu'il est possible, très probable, que de la matière nourrisse les galaxies en permanence par des espèces de filaments de matière qui coulent dedans, qu'on appelle
appelez des sortes de fleuves cosmiques qui nourrissent l'océan. Je vous ai montré la vague, et cette vague qui se propage dans la galaxie, elle serait nourrie, un peu comme tous les fleuves vont à la mer, et bien des fleuves vont aux galaxies. Si c'est le cas, alors ça pourrait expliquer nos problèmes. Ces petits fleuves-là, eh bien, c'est un peu comme ce qu'on appelle la matière blanche dans le cerveau. Vous savez, le cerveau, c'est la matière grise. Eh bien, cette matière grise, elle est à la surface du cerveau. Et puis, à l'intérieur, on a la matière blanche, ce sont les axones. Ce sont les liens entre tous les neurones. Eh bien, là, dans l'univers, on sait que 90% des atomes ne sont pas dans les galaxies, mais sont entre les galaxies, peut-être sous cette forme de matière blanche qui pourrait être la réponse à toutes ces questions. Grâce à ces filaments, on apporterait plus efficacement de la matière pour faire des galaxies, plus vite, elles seraient plus compactes, elles formeraient des trous noirs, et si on les coupe, elles pourraient expliquer le fait qu'il y ait des galaxies qui ne forment plus d'étoiles. Et enfin, lorsqu'elles apportent de l'eau au moulin, eh bien, elles font tourner les galaxies dans l'univers. Ça serait peut-être la réponse à toutes nos questions. Donc, une des réponses possibles qui est en train d'émerger des observations du James Webb, mais on n'en est qu'au début, eh bien, c'est que l'univers n'est peut-être pas fait de ces îles qui flottent dans l'espace, mais il est peut-être fait d'êtres qui sont tous interconnectés, un peu comme nous aujourd'hui, et on est en train de découvrir dans l'univers quelque chose qui est similaire à ce qu'on vit sur Terre, la complexité des êtres interconnectés. Merci. Merci David. Merci pour ce beau voyage, c'était passionnant. On a plein de questions à vous poser. Il y a encore plein de choses qu'on veut voir avec vous. D'abord, commençons par le début. James Webb. D'où vient le nom de ce télescope ? C'est une très bonne question. James Webb, c'était un administrateur de la NASA. Ce n'était pas du tout un scientifique. Dans les années 60, John Kennedy, le président américain, voulait aller sur la Lune avant les Américains. Et donc, il a demandé à James Webb de faire la mission Apollo pour qu'on puisse aller sur la Lune. Ce qu'a fait James Webb, qui était très rusé, c'est qu'il a utilisé une toute petite fraction de l'argent de la conquête de la Lune, qui s'estime aujourd'hui à 150 milliards de dollars d'aujourd'hui pour le programme Apollo, une toute petite fraction de ça pour faire de la science, pour comprendre l'univers, pour faire de la physique. Quand il a dit à Kennedy, l'enregistrement existe sur Internet, il a dit à Kennedy, vous savez, si vous voulez aller sur la Lune avant les Russes, parce que les Russes étaient en avance par rapport à nous, ils avaient la plus grosse fusée, etc., si vous voulez faire ça, il faut vraiment prendre les meilleurs physiciens. Et Kennedy dit, d'accord, mais bon, pourquoi vous me dites ça ? Alors il dit, parce que je ne peux pas dire aux meilleurs physiciens de venir travailler juste pour être avant les Russes. Il faut que je leur dise qu'on va faire de la physique, on va comprendre l'univers. Kennedy dit, non mais attendez, j'ai compris vos histoires, on va essayer de traiter le cancer, on va essayer de trouver des trucs comme ça c'est bien, mais là, c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est aller sur la Lune avant les Ruskov. Et Webb lui dit, oui, mais je sais bien, mais si je sors de cette salle et que je dis aux gens que juste ça, je ne vais pas avoir les meilleurs, et on va pas réussir, quoi. Et donc, voilà, il a réussi. Donc, tous les programmes scientifiques qui sont nés de ça, le Hubble, le James Webb, tout ça, viennent finalement de cette stratégie d'utiliser la guerre froide, d'utiliser aujourd'hui le conflit entre les États-Unis et la Chine, qui va être le premier sur la Lune, etc., pour que des scientifiques, au passage, fassent de la science. Vous savez, les détecteurs infrarouges, ils n'arrivent pas de nulle part. Ils arrivent du militaire, parce qu'avec ça, on voit les sources thermiques, on voit des gens dans l'invisible, etc. Il y a quand même des raisons qui font qu'un astrophysicien peut avoir 10 milliards pour faire un satellite, et que quelqu'un qui étudie l'histoire de la Chine antique pour savoir avec quel type de ciment on fabriquait les murs de la cité interdite, il va recevoir moins. C'est un peu triste, non ? Non, parce que moi, je trouve qu'en tant qu'astrophysicien, les milliards, c'est bien. Oui, c'est pas tout à faux. Bah oui, dit comme ça. Alors Hubble, on en a parlé, vous nous avez parlé un petit peu de la science. Vous avez raison, c'est un peu triste l'histoire de la guerre. Vous avez raison. Oui. C'est un petit peu dommage. Oui. On aimerait bien que la science soit financée parce qu'elle nous permet de comprendre le monde, point barre. Quoi. Oui, exactement. Hubble, vous en avez parlé, il est devenu quoi, Hubble ? Alors Hubble, lui, il continue... C'est le grand frère un peu du Webb. C'est ça, exactement, c'est ça. Donc lui, Hubble, c'est celui qui regarde dans le domaine du visible. Et puis le James Webb regarde dans le domaine de l'invisible, c'est-à-dire pas visible pour nos yeux, mais qui est l'infrarouge. Et Hubble continue d'observer l'univers aujourd'hui. Alors un truc qui est rigolo pour Hubble, c'est que la première image du ciel profond qu'il a fait, qui ressemble un peu à celle de James Webb, il l'a fait le 25 décembre 1995, jour de Noël. Et puis en 1999, il s'est arrêté de fonctionner parce que pour savoir qu'est-ce qui est le haut, le bas, la droite, la gauche, il utilise des gyroscopes. Il en a 5, mais il y en avait 3 qui ne fonctionnaient plus, et il en faut 3. Donc ils ont envoyé une mission pour aller le réparer, et la mission est allée là-bas, l'a relâché le 25 décembre 1999, à chaque fois le jour de Noël. C'est pour des coïncidences. C'est joli, c'est très joli. Donc il continue à fonctionner, il est où maintenant ? Alors Hubble, la différence entre Hubble et James Webb, c'est que la Terre est une source de lumière infrarouge. Donc si on avait mis le James Webb en orbite autour de la Terre comme Hubble à 600 km d'altitude, on serait ébloui par nous-mêmes. Alors en même temps,
on est beau, c'est normal. Mais le James Webb, lui, il est 1,5 million de kilomètres de la Terre sur un endroit qu'on appelle le point de Lagrange. Pourquoi ? Parce que la Terre, elle tourne autour du Soleil. Voilà. Et si vous vous éloignez du Soleil, vous ressentez moins d'attraction par le Soleil, n'est-ce pas ? Parce que l'attraction, elle est moins. Mais si maintenant vous vous éloignez dans l'alignement de la Terre, vous allez bénéficier de l'attraction du Soleil et de la Terre. Et bien, si vous vous mettez là, à ce point L2, la combinaison des deux fait que vous avez la même attraction que si vous étiez à l'endroit de la Terre. On est à l'équilibre. Et donc, on est à l'équilibre. Et du coup, on reste là. Et donc, on reste là et on continue. Alors, en réalité, il tourne autour de ça, mais voilà, c'est ça l'idée. D'accord. Et alors, combien de temps il va rester à cet endroit-là, Webb ? Il est pensé pour y rester combien de temps ? Alors voilà, ça c'est extraordinaire, parce qu'en fait, il a été lancé par la fusée Ariane 5. Il était prévu pour être un minimum de 5 ans. Et le réservoir qui lui a permis d'aller... Ariane 5 l'a envoyé tellement bien dans son orbite qu'on n'a pas utilisé quasiment rien du réservoir pour le placer sur cette petite orbite autour du point L2. Donc maintenant, on estime qu'il va vivre plus de 20 ans, peut-être même 24 ans. Donc ça va être... on va pouvoir collecter des informations sur l'univers pendant suffisamment longtemps pour pouvoir répondre à toutes les questions auxquelles on se pose avec lui. Alors, pour réussir à le fabriquer, vous nous l'avez dit, il est dans des conditions extrêmes dans l'espace. Est-ce qu'on a reproduit ces conditions-là pour fabriquer tous les petits appareils qu'il compose sur Terre ? Alors, c'est toujours un défi, ça, effectivement, parce qu'on ne peut pas être dans les mêmes conditions dans l'espace en particulier. C'est pour ça que pour déployer certains mécanismes, il y a eu des petits explosifs, etc. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des chambres à vide sur Terre, des énormes lieux. On les soumet aux vibrations, déjà, des vibrations de la fusée. Puis on les met dans les chambres à vide, on essaie de tester tout un tas de choses, et souvent, il y a des surprises. Il y a de la lumière d'une étoile brillante qui était là, qui rebondit sur le satellite, qui vous éblouit, vous ne les attendiez pas, et vous ne pouvez pas simuler toujours facilement une étoile. Enfin, mais donc c'est pour ça qu'il y avait plein de raisons que des petites défaillances existent pour le James Webb, et non. Il fonctionne mieux que prévu. Donc on a testé tout ce qu'on a pu sur Terre, et pour vous dire la vérité, quand je discutais avec mes collègues américains qui étaient informés au Jet Propulsion Laboratory, qui travaillent aussi avec l'armée, je leur disais quand même, ça va être complètement dingue, ça va être la première fois qu'on va déployer un miroir dans l'espace. Et eux, ils me regardaient, ils me disaient « Ah oui, la première fois, comme ça ». Pourquoi ? Parce qu'en fait, très probablement, les Américains, pour l'armée, ont déjà déployé un premier miroir dans l'espace pour savoir quelle est la marque du café que boit Poutine ou autre. Voilà. Et donc, ils avaient quand même une petite avance sur ces histoires-là. D'accord. Ça s'est senti quand vous avez fait le Webb, ils avaient la recette déjà ? Et on sentait qu'ils étaient moins stressés. Il y avait un petit air de déjà vu, mais bon. Alors, question sur cet infini que le Webb nous permet de voir. Est-ce qu'on sait, des élèves de seconde qui posent la question, est-ce qu'on sait ce qu'il y avait avant le Big Bang ? Alors, ça, c'est une très bonne question que les gens se posent, à laquelle il est très difficile de répondre. Une des théories qui permet d'expliquer ce qu'il pourrait y avoir avant le Big Bang, eh bien, ça serait l'idée que l'univers serait infini. L'univers serait infini, et dedans, il y aurait des petites fluctuations comme ça, du vide quantique. Alors, c'est quelque chose qui est assez incroyable, mais qui mathématiquement peut s'expliquer. Et notre univers serait une bulle dans cet univers-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette vision-là, lorsque vous provoquez la naissance d'un univers comme ça, vous avez une petite signature qui est attendue de ça. Ça va faire un tel boom que ça va un petit peu déformer l'espace d'une manière qui va créer ce qu'on appelle des ondes gravitationnelles. On en a entendu parler dans la presse il n'y a pas longtemps. C'est des déformations de l'espace. Ça laisse des traces. Ouais. Et ces traces-là, eh bien, on pourrait les voir dans ce qu'on appelle, lorsque la lumière rebondit sur la matière de l'univers primordial, on appelle ça la lumière polarisée. Pour ceux qui ont fait du ski, si vous avez fait du ski, vous avez essayé des lunettes de soleil avec ou sans filtre polarisant. Vous voyez qu'avec le filtre polarisant, vous voyez la neige, vous voyez mieux les bosses, etc. On utilise ça pour regarder l'univers lointain. On espère voir ces petites vagues. À ce moment-là, ça pourrait être une signature du mécanisme qui a lancé le Big Bang. Bon, il y a des missions qui sont envisagées pour faire ça. Donc ça nous permettrait de voir des signatures du Big Bang, mais on ne sait toujours pas ce qu'il y avait avant. Alors, la question de ce qu'il y avait avant, d'un point de vue théorique, aujourd'hui, avec la théorie d'Einstein, on ne sait pas expliquer ce qui se passe au centre d'un trou noir ou ce qui se passe au moment du Big Bang, parce que l'énergie devient infinie. Néanmoins, dans cette vision d'un univers infini avec des bulles, on sait ce qu'il y avait avant, c'est que l'univers serait en fait quelque chose d'éternel, dans lequel naîtraient des univers en permanence. Donc, dans cette vision-là, une sorte de multivers, on aurait une idée de ce qui s'est passé avant. C'est qu'en fait, de tout temps, il y a des univers qui naissent, etc. Mais là, on rentre presque dans la fiction. Certains disent que ce n'est pas de la science, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir le tester.
Voilà. Dans cette vision-là, il y aurait des univers qui pourraient entrer en collision, comme des galaxies qui rentrent en collision. Il y a quelques temps, j'ai un collègue qui a vu un signal qu'on n'arrivait pas à expliquer avec un satellite qui s'appelle Planck. Et alors, il a écrit un article, il a dit, bon ben voilà, ce signal-là a une fréquence très précise, on ne peut pas l'expliquer autrement que par une possible collision avec un autre univers. Il a écrit l'article qui a été accepté, et là, on se dit, bah, s'il y avait une collision, on pourrait le voir, ça serait sympa. Bon, en fait, on a d'autres explications possibles de ce truc-là, mais avec un coup de peau, peut-être qu'un jour, on verra un signal bizarre qui nous permettra de comprendre quelque chose. Mais pour l'instant, c'est vrai que cette question-là, elle reste ouverte, je pense, pour un paquet de temps. Alors, on nous demande aussi si ce Big Bang, c'était vraiment un Big Bang. Est-ce que c'est une grosse explosion ou est-ce que c'est autre chose? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le terme de Big Bang a été inventé par un scientifique qui n'y croyait pas, qui s'appelait Fred Hoyle, qui a utilisé ce Big Bang. En réalité, ce qu'on sait, c'était le fait que l'univers était plus concentré sur lui-même et qu'il y a eu une expansion. Ça, on est sûr. Parce que ça, on peut le voir, on peut mesurer les mouvements des galaxies, on voit qu'elles s'écartent les unes par rapport aux autres. Et donc, on peut remonter le temps, on se dit que c'était plus concentré avant. Par contre, il n'y a pas de théorie du Big Bang, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y avait à ce moment précis. Voilà. Donc, effectivement, le mot Big Bang, ce n'est pas le nom d'une théorie, et donc vous allez trouver sur Internet la théorie du Big Bang, c'est le nom qu'on donne au fait qu'il y a eu un moment donné où tout était concentré. Alors, vous avez dit... expansion. Vous nous parlez de l'expansion de l'univers. On nous demande justement, est-ce que l'univers continue de s'étendre et va continuer à s'étendre ou pas? Alors ça, c'est une des surprises qui est arrivée à la fin des années 90 avec des observations qui ont, en particulier avec le prédécesseur de James Webb, Hubble, où on s'est rendu compte que l'expansion de l'univers, on pensait qu'elle allait ralentir. Parce que la gravité fait que les objets s'attirent, et c'est la seule action à distance. Et effectivement, au tout début de l'univers, pendant les premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, pendant 7 milliards d'années, l'univers s'est mis à ralentir. Et il y a 6 milliards d'années, il s'est mis à accélérer. Alors là, c'est comme si vous shootiez dans un ballon qui part dans le ciel, il commence à retomber, puis il dit non, puis il repart. Il repart et il accélère. Ça veut dire qu'il a un petit moteur. Et donc les gens, ils se disent, quel est ce petit moteur? Alors, soit c'est de l'antigravité, soit c'est une forme d'énergie de nature inconnue, de l'espace qui fait qu'il gonfle, etc. Et là, on entre dans les mystères du satellite Euclide qui a été lancé le 1er juillet. Alors voilà. ça, on ne va pas spoiler, parce que c'est ce dont on va parler après. Et qui est justement l'objectif du satellite. Donc ça veut dire que le James Webb nous pose des questions auxquelles il ne peut pas répondre, mais qu'il faut d'autres instruments justement pour l'aborder. Bon, on va revenir justement à la table ronde tout à l'heure après la pause sur ce que nous permet de découvrir Euclide. Alors, quel est l'astre le plus lointain que James Webb a pu observer? Alors, l'astre le plus lointain que James Webb a pu observer, il est à 250 millions d'années après le Big Bang. Voilà. Et 250, 300 millions d'années après le Big Bang. Voilà. Donc là, on sait qu'au moins là étaient nées des étoiles, des galaxies. Et maintenant, on se demande, bon, voilà, est-ce qu'il y en a eu avant? Est-ce qu'il n'y en a pas eu avant? C'est toute la question. Mais c'est ça le plus lointain. Alors, ça correspond à un décalage vers le rouge de 13,2. Alors justement, quand vous nous dites trop tôt, tout à l'heure, vous nous disiez sur les surprises qu'on a eues, c'est trop tôt, c'est trop tôt. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? C'est trop tôt par rapport à quoi? Par rapport à la... Vous voyez, pour faire des étoiles, vous avez de la matière qui se concentre, qui donne naissance à des étoiles, etc. Ça prend un certain temps. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les étoiles qui naissaient dans les galaxies avec Hubble, justement, et avec d'autres instruments. Et on s'est rendu compte que les galaxies formaient des étoiles à un certain rythme. Et donc, on s'est dit, bon, si on monte un peu plus loin, elles vont former des étoiles à un rythme similaire ou un peu moins, parce que c'est tout le début, etc. Et puis, on savait combien on avait de galaxies. Si on prenait un morceau d'univers, on en avait 10, par exemple. Donc, on s'est dit, si je vais plus loin, je devrais en avoir, puisque c'est un peu plus tôt dans le passé, peut-être j'en avais 8 qui vont faire... Puis non, au lieu d'en avoir 8, on en a 40. Et puis au lieu qu'elle forme un petit peu d'étoiles, elle forme 10 fois plus d'étoiles. Et là, les gens se disent, mais attendez, qu'est-ce qui se passe là? Et donc il y a un truc qui se passe, c'est-à-dire qu'en fait, au cours des premiers milliards d'années de l'histoire de l'univers, il y a un mécanisme qu'on ne comprend pas qui fait que l'univers est ultra fécond. Alors, tout est possible. Par exemple, les trous noirs qu'on accuse d'être des méchants tueurs de galaxies, des restes d'étoiles, etc., pourraient être des accélérateurs de naissance d'étoiles. Ils pourraient provoquer des ondes de choc qui fabriquent des étoiles. Les filaments dont j'ai parlé pourraient être la raison de l'accélération de la formation d'étoiles. Aujourd'hui, là, ce matin, je regardais mes emails encore et j'ai des collaborateurs qui disent « oui, c'est ça », l'autre qui dit « non, je ne suis pas d'accord », machin. Voilà, on est en plein là-dedans. Voilà, c'est une question ouverte à suivre.
Est-ce qu'il y a des applications pratiques, des découvertes que pourrait faire James Webb dans notre vie quotidienne? Oui, la première, c'est que, vous savez, Tyrion Lannister, c'est l'homme de petite taille dans Game of Thrones. À la fin du film, il dit qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un récit. C'est ce qui unit le plus les gens. La première chose que fait le James Webb, c'est ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est de créer le récit de notre histoire, de nos origines, de s'inscrire dans un récit. C'est ça pour moi l'intérêt de l'astrophysique et de la physique, parce qu'on a besoin de récits. On a besoin de s'inscrire dans une histoire, ça change tout pour nous. Savoir d'où on vient, savoir qu'on n'est pas là par hasard, et savoir que toutes les erreurs qu'on fait, l'univers aussi fait des erreurs, et que ça fait partie de l'histoire. Ça, c'est un premier intérêt qui a l'air d'être artificiel et qui, à mon avis, est fondamental. Mais après, il y a plein d'autres choses. On a testé des technologies nouvelles. Par exemple, pour que votre téléphone portable soit capable, avec un tout petit détecteur, de voir des images fantastiques. Ça veut dire qu'il faut qu'avec quelques particules de lumière, il puisse faire une image. Mais avant que les téléphones portables existaient, qui s'intéressait à l'idée qu'on puisse faire une image avec quelques particules de lumière? Personne, puisqu'ici sur Terre, on est blindé de lumière, on en reçoit plein. Les astronomes. Les astronomes, parce que quand ils pointaient une caméra vers le ciel, ils se disaient « il me faut qu'avec quelques particules de lumière, je sois capable de savoir si c'est une galaxie, une étoile ou autre ». C'est eux qui ont poussé le développement des technologies qui ont fait que votre téléphone portable aujourd'hui peut faire que vous pouvez aller sur tous les réseaux sociaux et vous filmer en train de dire n'importe quoi. C'est quand même extraordinaire. Et alors ça nous apporte des choses sur Terre, sur notre vie terrestre. Est-ce que le James Webb pourrait nous apporter des réponses sur la vie extraterrestre? Oui, tout à fait. Alors là, vous avez tout à fait raison, parce que moi, j'ai insisté sur le sujet sur lequel je travaille, mais le James Webb a une autre facette fondamentale qu'il n'avait pas au début, qui n'était pas son objectif initial, qui a été poussé d'ailleurs par Pierre-Olivier Lagage, qui est ici au CEA. Cet instrument MIRI permet d'explorer les atmosphères de planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous vous rappelez tout à l'heure la couleur rouge dont je parlais, qui est cette molécule complexe, etc. Et bien maintenant, on va chercher des molécules et la signature de molécules dans l'atmosphère de ce qu'on appelle des exoplanètes, c'est-à-dire des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Et ça y est, on a commencé. Par exemple, on a découvert une planète Icéan. Qu'est-ce que ça veut dire Icéan? Eh bien, IHY, c'est l'hydrogène, c'est parce qu'on sait qu'il y a dans son atmosphère de l'hydrogène, et céan comme océan, parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas de sodium dans son atmosphère. Or, le sodium se dissout dans l'eau, et dissout, c'est pas cher. Bon, mais il se dissout dans l'eau, et quand vous voyez une perte de sodium, c'est qu'il y a probablement de l'eau, il y a probablement un océan, donc un icéan. On est en train d'explorer le système planétaire trappiste. Alors pourquoi il s'appelle trappiste? Parce que trappiste, c'est la bière des moines trappistes belges. Et ce sont des Belges qui ont créé un télescope qui a découvert un système de 7 planètes qui ressemblent à la Terre, planètes rocheuses, qui sont tellement près de leur étoile qu'elles pourraient être toutes contenues entre le Soleil et Mercure. Et là-dedans, il y a des planètes qui pourraient avoir de l'eau et qui pourraient avoir de la vie comme sur Terre. Bon. Et donc là, on est en train d'explorer, une après l'autre, l'atmosphère de ces planètes. On est en train de se rendre compte de quoi elles sont faites, etc. En ce moment, c'est extraordinaire pour l'exploration, avec le James Webb, puis avec d'autres détecteurs après, de l'existence possible de conditions de vie ailleurs dans l'univers. Alors vous dites qu'à l'origine, le James Webb n'était pas prévu pour ça, c'est-à-dire qu'on ne savait pas qu'il serait capable de voir ça quand on l'envoyait? Il faut savoir que Hubble, il a été lancé le 24 avril 1990, et Webb a été programmé il y a quelques décennies. Mais on ne savait pas, au moment où on a programmé Webb, qu'il existait des exoplanètes. On n'en avait encore jamais détecté. On pensait. La première a été détectée en octobre 1995 par quelqu'un qui s'appelle Michel Mayor et un collègue qui s'appelle Didier Queloz. Il a vu la première exoplanète. D'accord ? Et depuis, on s'est dit, maintenant, on va pouvoir chercher d'autres exoplanètes. Ça, c'était en 1995. Et quand on a commencé à construire le projet du James Webb, personne ne savait ça. Et il fallait aller encore plus loin. Il fallait se dire, on va mettre un instrument qui va explorer non pas les exoplanètes, mais l'atmosphère des exoplanètes, c'est-à-dire l'air peu dense qu'il y a là-dedans. Maintenant, ce qu'on est en train de voir, c'est la lumière rayonnée par l'atmosphère d'exoplanètes ou la lumière d'une étoile absorbée par l'atmosphère d'exoplanètes avec cet instrument MIRI. Ça, c'est complètement prodigieux. C'était inimaginable au début. Donc, il a fallu d'abord pousser pour mettre cet instrument en se disant peut-être qu'il servira à quelque chose. Puis, progressivement, les gens se sont dit oh là, peut-être qu'il est central. Et maintenant, il y en a qui disent même, c'est peut-être l'instrument principal, c'est peut-être la conclusion principale que l'exploration de ces exoplanètes. Ça s'est fait dans le temps. Et ça a été génial d'ailleurs, le fait que James Webb a été décalé du fait de sa complexité, qui a peut-être aidé à ce qu'on ait un satellite plus complet. Est-ce que vous avez suffisamment de technologie pour réussir à faire ces choses-là Exactement. Finalement? À partir de quand est-ce qu'on considère qu'une étoile est formée pour pouvoir en compter 10 000 par seconde? Oui, alors en fait, quand on regarde les étoiles,
On sait qu'une étoile qui est massive, donc typiquement une étoile qui fait 10 fois la masse du Soleil, elle va vivre 10 millions d'années. Et donc quand vous voyez, et ces étoiles-là rayonnent dans l'ultraviolet, principalement en ultraviolet. Donc si vous voyez la lumière ultraviolette d'une étoile qui rayonne comme ça, ou un rayonnement qui va casser les atomes d'hydrogène, vous savez que cette étoile, elle est née il y a quelques millions d'années, puisqu'elle ne peut pas vivre plus que quelques millions d'années. C'est pour ça que j'ai montré Betelgeuse et Rigel. Parce qu'on sait que ces deux étoiles, elles ont à peu près 8 millions d'années. Et donc, il y a 8 millions d'années, vous savez, c'est l'époque où l'homme s'est séparé, l'ancêtre de l'homme, de l'homo, s'est séparé du chimpanzé. À cette époque-là, juste avant, il n'y avait pas encore ces deux étoiles. Et au moment où on s'est séparés, ces deux étoiles sont apparues. Oui, voilà. De notre ancêtre commun. Si de notre ancêtre commun. On avait un ancêtre commun, vous avez raison. Ça dépend des gens. Mais moi, j'ai vu quelqu'un, l'autre fois, je ne pense pas que ce soit un ancêtre commun. Bon. Et il est resté sur la branche. Mais ça, ce n'est pas le sujet de ça, c'est pour la semaine prochaine. Mais en l'occurrence, ces étoiles viennent de naître. Donc pour nous, quand on compte le nombre d'étoiles, on compte le nombre d'étoiles qui sont nées il y a moins de 10 millions d'années. Et on se dit, pendant ces derniers 10 millions d'années, combien d'étoiles je compte ? Parce que je sais qu'elles n'ont pas pu être nées avant, puisqu'elles viennent. Et puis donc, je me dis, sur une échelle de 10 millions d'années, si j'en vois 30, 30 étoiles sont nées en 10 millions d'années. Et donc, ça me fait 3 étoiles par million d'années, par exemple. C'est comme ça qu'on fait. Et pour ça, on utilise. Et donc, ce qu'on appelle une étoile qui est née, c'est une étoile qui est déjà en pleine. Ce qu'on appelle sur la séquence principale, c'est-à-dire qui est une étoile qui rayonne pleinement sa lumière. Est-ce qu'on sait combien de temps elle met à naître, à se former une étoile ? Alors, combien de temps elle part de poussière pour arriver à étoile formée ? Alors, ça dépend des étoiles. En particulier, ce qui est intéressant, c'est que les grosses et les petites ne naissent pas de la même manière. La plupart des étoiles, en plus, naissent en couple, parce que le nuage qui se forme donne naissance à deux grumeaux qui tournent. Tout dépend à quel moment on fait remonter la naissance. Au début, vous avez des espèces de filaments de matière qui sont un peu denses. La matière va se concentrer, et là, vous allez avoir une source de lumière infrarouge, ce qui va être une proto-étoile. Donc là, on voit des proto-étoiles. Et puis, par exemple, il y a une proto-étoile, il y a un système qui peut être considéré comme une proto-étoile, que les gens peuvent regarder sur Internet, qui est Barnard, qui est Ed Barnard, donc ça s'appelle Barnard, je crois, 42, il faut voir. C'est un globule de Bock, vous pouvez regarder sur Internet. En gros, c'est le système solaire tel qu'il était il y a 200 000 ans. Il y a 200 000 ans. Et là, le Soleil n'était pas encore allumé, enfin, cette étoile n'est pas encore allumée, et on sait que c'est un truc qui est en train de donner naissance à un Soleil. Voilà. Et dans 200 000 ans, ce truc-là va allumer sa première réaction nucléaire dans son cœur. Donc, le temps entre l'effondrement d'un nuage, quand il devient dense, et puis la naissance, l'allumage de l'étoile, ça se mesure en centaines de milliers d'années. Oui. Donc, c'est pas extraordinairement long, hein. C'est pas non plus la semaine prochaine. À l'échelle de l'univers, non, oui, c'est ça. C'est ça. Oui, oui. Mais justement, sur le temps et sur l'histoire de la formation, il y a une question... Puisque, avec les miroirs, si on met les miroirs dans l'univers et qu'on regarde, est-ce qu'on est capable de voir le passé de la Terre ? Alors, non. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on voit, on suppose un principe qui s'appelle le principe cosmologique. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on suppose que tout est à peu près pareil partout. Et donc, que si vous voyez un truc qui ressemble au Soleil, vous allez supposer que c'est une étoile comme le Soleil. Et si vous voyez les phases de la jeunesse d'une étoile de ce type-là, dans la nébuleuse d'Orion par exemple, vous allez supposer que c'est analogue à la jeunesse du Soleil. Puis si vous en voyez plein, vous aurez une idée à peu près. Pareil pour la Terre. On voit aujourd'hui naître des planètes qui vont devenir des terres dans des disques de poussière interstellaire, avec un radiotélescope qui s'appelle ALMA en particulier, on les voit naître. Donc on assiste en quelque sorte à la naissance de la Terre. On voit ce qu'a pu être le passé de la Terre. Mais par contre, voir notre propre Terre naître, c'est impossible, parce que ce qu'on utilise, c'est le fait que quelque chose qui est loin, sa lumière met du temps à nous arriver. Mais encore faut-il être loin. Donc, maintenant, quelqu'un qui serait sur le grand nuage de Magellan, il regarderait la Terre, il ne se dirait pas, ces gens-là viennent d'envoyer un satellite au point de Lagrange L2, ils sont en train d'explorer l'univers. Il se dirait, ces gens-là, ce sont des singes qui sont en Afrique, qui sont en train de devenir des hommes et qui vont bientôt, c'est la naissance de l'Homo sapiens, c'est le moment où on va commencer à s'habiller et à quitter l'Afrique. Voilà, c'est ça qu'il voit. Il n'a aucune idée du fait que nous, on est en train de le regarder, nous aussi. Voilà. Donc, pour voir la naissance de la Terre, il faudrait être à une distance telle que la lumière met 4,56 milliards d'années. Et là, un habitant d'une planète dans l'univers qui est à cette distance-là peut assister en direct maintenant à la naissance de la Terre. Parce que ce qui lui arrive comme information, c'était ce qui se passait il y a ces millions d'années-là. Voilà. Et si on pouvait, comme dans Star Wars,
interagir par un hyperespace instantanément. Imaginons qu'on trouve un truc, un trou de verre, un truc machin, et qu'on lui disait, on lui passait un coup de fil, raconte, il nous raconterait notre passé. Ça, ce serait cool. Oui. Bon, c'est pas tout de suite. Non. Un petit peu plus que le James On Webb va attendre pour un petit réussir peu, à faire ça. Si James Webb commence à être défaillant, comment est-ce qu'on fait pour le réparer, sachant qu'il n'y a plus de navette spatiale? Alors, s'il y avait une navette spatiale, l'avantage, c'est que je peux vous dire que ça ne changerait rien. Pourquoi? Parce qu'avec une navette spatiale, vous pouvez aller à 600 km. Et c'est déjà compliqué. Le James Webb, il est à 1,5 million de kilomètres. Et vous pouvez avoir une navette spatiale encore fonctionnelle. Pour aller à 1,5 million de kilomètres, c'est compliqué. C'est compliqué. La Lune, c'est un peu plus de 380 000 kilomètres. Voilà, c'est plus loin. Donc, c'est pas d'actualité. Par contre, c'est pas impossible. On pourrait un jour envoyer des humains à 1,5 million de kilomètres, s'amarrer au James Webb. Je crois qu'il y a un point d'amarrage, même si c'est pas fait pour, mais je crois qu'ils ont quand même mis un point d'amarrage pour le cas où. Au cas où. Voilà. Et on pourrait aller faire une réparation. Ça serait plus simple d'en envoyer un autre quand même. Alors, justement, on a pensé le James Webb quand Hubble était en train d'être lancé dans l'espace. Oui. Est-ce qu'on pense déjà au successeur de James Webb et Oui. qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire? Oui, alors on a plusieurs successeurs. On en a en Europe, on en a aux États-Unis. Bon, les Américains en particulier, ils pensent à un satellite qui aura pour objectif justement d'explorer les atmosphères de planètes et voir de la vie, mais des planètes encore plus petites que celles que voit le James Webb, donc d'essayer de voir des planètes terrestres et d'essayer de voir des biosignatures. On a aussi le Extremely Large Telescope au Chili, sur lequel le CEA est impliqué en fabriquant un instrument dessus. Le CEA est impliqué pour un satellite qui s'appelle Ariel, qui est un successeur, où on est maître d'œuvre d'instruments sur cet satellite. Et lui, il va avoir pour objectif justement d'explorer un grand nombre d'exoplanètes, leurs atmosphères, pour mieux comprendre tout ça. On a une floraison comme ça de satellites qui sont en préparation pour tout ça. Oui. D'accord. Et là, on se positionne sur un temps très très long, là, dans combien de temps tout ça? Non. Ariel, c'est quand? C'est 10-15 ans. 10 ans, les choses comme ça, voilà, on est sur 10 ans. Oui, quand même. Oh, bah c'est rien, vous imaginez, sur 13,8 milliards d'années, il faut être patient. Oui, à l'échelle de l'univers, c'est sûr. Quel secret sur les premières galaxies, ce sera ma dernière question, le télescope pourrait révéler? Parce qu'on a eu des surprises. Mm-hmm. On a parlé un petit peu de ce qu'on s'attendait à voir quand on l'a envoyé. Et qu'est-ce qu'on attend encore, quoi? Qu'est-ce qu'on attend et quel secret il pourrait révéler? Et bon, on peut pas demander quelle surprise, parce que par définition, on ne le sait pas. Mais il va être encore là-bas pendant quelques décennies. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Par exemple, on pense que ce qui est à l'origine de la naissance d'une galaxie, c'est ce qui va faire la concentration de la matière, c'est une forme de matière qu'on appelle la matière noire, dont on suppose l'existence. Et on n'est pas sûr qu'elle existe, mais on pense que c'est elle qui est à l'origine de la naissance des premières galaxies. Et donc, on s'attend à ce qu'elle le fasse d'une certaine manière. Déjà, avec les premières surprises, on se disait « Oh là là, même avec la matière noire, c'est pas sûr que ça marche comme ça. » Si jamais on voyait, je sais pas, encore plus de galaxies, ou encore plus tôt, et que c'était incompatible avec cette matière noire, on pourrait remettre en question son existence.